Résistance des matériaux. Introduction à la méthode des poutres. La résistance des matériaux est une science qui nous permet de savoir comment se répartissent les contraintes au sein d'une pièce et d'anticiper le moment où elle va se détériorer ou d'anticiper le moment où elle va rompre. Prenons l'exemple d'un plongeoir et cherchons à déterminer l'endroit où il est susceptible de se casser. On commence par faire un modèle du plongeoir. Ce modèle est appelé une poutre. On modélise aussi les appuis du plongeoir sur les pièces auxquelles il est lié. Ici, on choisit de modéliser ces appuis par des liaisons linéaires rectilignes. Ces liaisons peuvent exercer en B et en C des résultantes vers le haut, mais aussi vers le bas. À ce stade, on ne peut pas encore prévoir dans quelle direction seront exercés les efforts. En dehors de ces appuis, le plongeoir sera soumis au poids du plongeur, et plus le poids du plongeur est grand, plus les particules qui composent le plongeoir seront sollicitées, et plus le risque de rupture est grand. Le plongeoir est un solide. Il est composé d'une multitude de particules liées entre elles par des liaisons encastrement. On dit qu'il y a de la cohésion entre les particules. Dans la méthode des poutres, nous étudierons la cohésion entre deux parties de poutres, notées ici 1 et 2, reliées par l'intermédiaire d'une section formant un angle droit avec la ligne moyenne de la poutre. Cette section est appelée section droite. En fonction des efforts extérieurs, les deux parties de la poutre seront maintenues solidaires par des forces de cohésion. La répartition de ces forces de cohésion dépend des sollicitations extérieures. Si la poutre est sollicitée en traction, on observe une répartition homogène des forces de cohésion. Celles-ci sont perpendiculaires à la section droite. On dit que les particules qui composent la section droite sont soumises à des contraintes normales. Les contraintes représentent les forces de cohésion par élément de surface. Si la poutre est soumise à une sollicitation de cisaillement, on observe aussi une répartition homogène des forces de cohésion. En revanche, celles-ci sont tangentes à la section droite. On parle ici de contraintes tangentielles. Si la poutre est soumise à une sollicitation de flexion, c'est-à-dire un moment perpendiculaire à la ligne moyenne, la répartition des contraintes est plus complexe. Les forces de cohésion sont nulles au niveau de la ligne moyenne et sont maximales pour les particules les plus éloignées de la ligne moyenne. Dans le cas de la flexion, on a des contraintes normales. Si la poutre est soumise à une sollicitation de torsion, c'est-à-dire un moment autour de la ligne moyenne, les forces de cohésion sont nulles au centre de la section et sont maximales pour les particules les plus éloignées du centre. Dans le cas de la torsion, les contraintes sont tangentielles. Toutes ces forces élémentaires sont des efforts locaux. Ces efforts locaux peuvent être représentés plus simplement par des efforts globaux. Dans le cas de la traction, l'effort de cohésion globale est une résultante dirigée selon la ligne moyenne de la poutre. Dans le cas du cisaillement, l'effort de cohésion globale est une résultante perpendiculaire à la ligne moyenne. Dans le cas de la flexion, l'effort de cohésion globale est un moment perpendiculaire à la ligne moyenne de la poutre. Dans le cas de la torsion, l'effort de cohésion globale est un moment parallèle à la ligne moyenne de la poutre. Cherchons à déterminer les efforts de cohésion dans une section droite dont le centre géométrique G est situé à une distance x quelconque du point C. On isole la partie gauche de la poutre. On fait un bilan des actions mécaniques en G. La partie 1 est en liaison encastrement avec la partie 2. C'est toujours le cas pour un solide. Il y a donc 6 inconnus statiques en G. En appliquant le principe fondamental de la statique, on détermine les efforts globaux de cohésion. Ici, il n'y a qu'une résultante selon l'axe Y et un moment selon l'axe Z au point G. On en déduit que la poutre est soumise à une sollicitation de cisaillement et à une sollicitation de flexion. On peut donc connaître pour ces deux sollicitations les répartitions des efforts de cohésion locaux. La section de centre G de notre plongeoir est donc soumise à la somme de ces deux efforts de cohésion. Cela nous permet de déterminer quelles particules sont les plus sollicitées. Ici, ce sont les particules présentes sur la surface supérieure et inférieure du plongeoir.
Cela nous permet de prédire les endroits où auront lieu les débuts de rupture. Ce sont les endroits qu'il conviendra de renforcer s'il apparaît que la contrainte dépasse la contrainte admissible par le matériau du plongeoir. Nous savons donc maintenant quelles sont les zones les plus fragiles d'une section donnée. Mais il nous reste à déterminer quelle section de la poutre sera la plus sollicitée. Pour cela, il faudra connaître les efforts de cohésion dans chaque section de la poutre. On se rend compte en effet que les efforts de cohésion ne sont pas les mêmes en fonction de la position x de la section droite considérée. On voit ici que plus la distance x est grande, plus le moment de cohésion est grand. Reportons ces valeurs sur un graphique qui représente la valeur de la résultante selon y en bleu et un graphique représentant la valeur du moment selon z en vert en fonction de la position de la section droite de centre G. Reportons sur ce graphique les valeurs des efforts de cohésion dans une autre section, puis une autre, 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 puis une autre. On peut relier tous ces points pour former des courbes qui montrent l'évolution des efforts de cohésion en fonction de la position de la section droite. Cela nous permet de voir que dans le cas de notre plongeoir, une section est plus sollicitée que les autres. C'est une section critique. C'est dans cette section, et pas ailleurs, que la rupture risque de se produire. Si les contraintes maximales dépassent la contrainte admissible du matériau, on pourra choisir de modifier les formes de la pièce afin de mieux répartir les forces de cohésion et diminuer la contrainte maximale. On pourra choisir de remplacer le matériau par un matériau plus résistant aux contraintes. Dans ce cas, les contraintes restent inchangées. Dans les prochains cours, nous apprendrons à tracer les graphes représentant les efforts de cohésion et à calculer les valeurs maximales des contraintes dans une section droite afin de les comparer aux contraintes admissibles du matériau. What do 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 do